je m'appelle Didier Talman, je travaille avec Séverine depuis maintenant quelques années, puisqu'on arrive au mois de décembre, ça 5 ans. Oui. Ouais, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, juste pour vous donner quelques points de repère sur mon histoire professionnelle. J'ai passé 20 ans dans un grand groupe, essentiellement sur des fonctions de management, de transformation, d'intrapreneuriat. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, hein, mais en tout cas la réalité c'était ça. Donc j'ai animé pas mal d'équipes mixtes, hybrides, de projets, et on a beaucoup, et j'ai animé aussi des équipes innovation. Donc, on va dire mon passé en tant que salarié était un passé très centré sur de la transformation, de la création d'équipes, de la gestion de projets stratégiques transverses, etc. Et de l'exploration. Donc, grosso modo, généralement, convergeait vers mon bureau la fameuse question de et si, qu'est-ce qu'on pourrait? Et puis, grosso modo, c'était à peu près ça le brief. Donc voilà, c'est important aussi parce que par rapport à ce qu'on va faire et à ce que je vais vous présenter et ce que l'on a construit, il y a aussi toutes ces racines profondes, j'allais dire, qui s'ancrent dans une pratique métier. Juste pour vous dire que j'ai fait ma carrière dans un univers qui est l'univers de la presse, à un moment où il y avait un truc qui s'appelait Google, personne ne savait trop à quoi ça ressemblait. Et donc voilà, donc j'ai vu disparaître des pans entiers d'économie, j'ai vu et le business qui était le mien, c'était d'essayer de freiner la chute le plus vite possible. Donc voilà, donc c'était donc au moment où vous êtes obligé d'être créatif, c'était créatif sous contrainte, et donc forcément ça imprime un certain nombre de choses que je vais vous faire partager. Et puis depuis maintenant 8 ans, j'ai monté ma propre structure et dans laquelle j'accompagne des porteurs de projets. Et cette histoire professionnelle d'avant, finalement, elle se poursuit aujourd'hui, et j'accompagne plutôt les premiers pas des nouvelles organisations, les premiers pas des transformations. Voilà, le moment où, ce que j'appelle les 2 secondes juste après le Big Bang, il y a eu l'idée, et puis après il faut structurer toute cette énergie. Et voilà, c'est ce que je fais au quotidien, et puis ça existe en version consulting. Et bien sûr aussi, j'ai une activité de formation que j'emmène avec Séverine sur des thématiques plutôt management commercial, mais généralement dans des environnements complexes. Voilà, c'est un peu la spécificité du parcours qui est le mien, et de ce que je peux apporter aux équipes. Donc là, on est là pour parler créativité et innovation. C'est un sujet qui a émergé aussi, parce que c'est important de vous le partager. C'est un sujet qui a émergé progressivement dans les échanges, les besoins, puisque là, on est sur un sujet qui a été porté par Atlas il y a maintenant, c'est ça, un an et demi, 2 ans? Oui, un an et demi, 2 ans. Et ce que je vous présente, c'est la synthèse à la fois d'un parcours professionnel, mais aussi de réflexion et d'une pratique, puisque dans mes activités de conseil, j'interviens beaucoup dans des incubateurs, auprès de porteurs de projets, donc auprès d'équipes transformation dans des entreprises. Donc à chaque fois se pose la question de comment je génère des idées, comment je les structure, comment finalement j'essaye de produire quelque chose de concret et d'efficace. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup, je me suis formé sur tous les sujets de design thinking, de lean startup, voilà, j'allais dire de mentorat d'entrepreneurs. Voilà, ça fait partie des choses qui construisent mon parcours et ma pratique. Et tu es intervenant aussi en école. Oui, et puis aussi, tu as raison, l'aspect transmission, ça c'est pas simplement en formation avec Séverine, c'est aussi en école de commerce. J'interviens à Excelia sur 2 sujets, un sujet du marketing des services et puis un sujet sur le comportement du consommateur. Donc, vous voyez toujours en arrière-plan sur nos sujets, il y a toujours forcément à un moment ou un autre une connexion avec le marketing, la compréhension de l'humain, j'allais dire les neurosciences, et voilà, c'est tout ça ce qu'on va essayer de partager ensemble pendant cette session. Ce que je vous propose, c'est de découvrir le thème de la formation telle qu'elle est proposée. Et vous expliquer la manière dont ça a été construit, puis après on va commencer à plonger ensemble dans l'histoire. Ce qui est important quand on emmène un groupe sur cette thématique de créativité, c'est déjà
d'amener les gens dans une prise de conscience de leur propre créativité. Hein, je veux dire, il y a toujours ce moment un peu étrange où les gens confondent, pensent que je ne suis pas créatif. La réponse est 100% des humains sont créatifs. Sauf qu'il y en a qui l'ont travaillé et d'autres qui n'ont pas encore commencé à le travailler. Donc c'est une compétence, ça s'apprend. Le deuxième point qu'on travaille, c'est aussi finalement de relâcher et d'aller rechercher ce que j'appellerais de l'imaginaire. Souvent dans l'entreprise, on est dans une logique de production, on va chercher à optimiser. Moi, je viens de l'univers des projets. Le projet, c'est de l'exploration. Là où 80% ou 90% de l'entreprise est sur de l'exploitation, de l'organisation, de l'optimisation, quand on fait du projet, on est en train d'explorer, puisque finalement, on est en train de construire quelque chose qui, de façon ponctuelle, durera ou ne durera pas, et on doit trouver des propres règles et les réinventer à chaque fois. Donc ça, c'est important, donc de montrer comment on peut développer son propre imaginaire, et puis ensuite prendre conscience que parce qu'on se ressemble un peu, mais on est tous différents, chacun peut avoir une place dans l'innovation, et il y a des profils d'innovateurs. Je remettrai juste un petit zoom sur ce sujet-là, parce que c'est intéressant pour vous, parce que ça permet de se reprojeter et de donner un regard, un regard différent sur finalement avec qui on peut faire travailler, des projets innovants. La deuxième partie du programme, c'est toujours un programme sur la mise en mouvement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ont pris conscience d'eux, il faut les aider à la mise en mouvement. Les aider à la mise en mouvement avec des outils. Il y a quelques outils simples, puis après on les emmène un peu plus vers la complexité. Mais à partir du moment où les gens ont compris ce qu'on était capable de faire en animation, comment fonctionnait l'intelligence collective, et aussi commencer à être sensibilisé sur l'expérience utilisateur. Là aussi, c'est important, c'est-à-dire qu'on commence à se dire que la créativité, c'est pas soi, c'est moi plus l'autre. Et moi plus l'autre en regardant les choses différemment. Donc voilà, donc prendre conscience d'un certain nombre de choses sur l'expérience utilisateur, et puis après, finalement, une fois qu'on a posé tout ça, on est à un stade où on a énormément d'idées, et c'est une très bonne nouvelle d'avoir plein d'idées. Je suis l'heureux propriétaire ce que j'appelle un cimetière de start-up. Je pense qu'il doit y avoir à peu près une quinzaine de tombes maintenant dans ce système. Mais c'est très très intéressant parce que finalement, chaque essai, c'est important, hein, chaque essai a généré un apprentissage. J'avais entendu une interview de quelqu'un qui a créé une boîte qui avait dit je me suis planté, et heureusement, parce que c'est comme ça que demain Et donc tout ce qu'on va voir. Pratiquement tous, ils se sont plantés au moins une fois avant de. Mais bien. Mais c'est intéressant. Et plus vite vous comprenez pourquoi vous êtes planté, plus vite vous êtes créatif pour inventer des nouveaux problèmes et inventer de nouvelles bêtises à faire. Donc, mais ça c'est important. Et donc tout le travail qu'on fait là dans cette dernière partie où on emmène les gens finalement, on ramène les gens vers l'entreprise dans ce programme, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a un certain nombre de choses qui sont modélisées, qui sont structurées et qui permettent finalement de simuler de façon assez précise l'idée pour savoir si elle est capable de résister ce que j'appellerais à l'environnement business de l'entreprise, donc quitter la sphère du projet et revenir à l'intérieur de l'entreprise. Et là, on se dit, ok, il y a un certain nombre de choses qu'on peut tester avant, et Cédric le précisait en introduction. Le Business Canvas fait partie de ces outils qui aident à défricher et à priori estimer la robustesse de l'idée qu'on a posée. Donc ça aussi, c'est important de bien comprendre que tous nos sujets, c'est des sujets où si je n'ai pas beaucoup, au départ, je n'ai absolument aucune chance d'avoir un résultat. Alors, et que la troisième partie, c'est que le résultat il est génial, et je pense que si tous ensemble, là, on arrive à inventer quelque chose avant la fin de la matinée, on peut être d'accord, on peut dire c'est vrai, sauf que ce sera faux, parce que ce sera notre vision à l'instant T, on sera créé une bulle, et tout l'enjeu de la créativité en entreprise, c'est pas simplement d'avoir une bulle, mais c'est de savoir sortir de la bulle et comment j'ose
aller à la rencontre, j'allais dire à la rencontre du monde extérieur, des clients, des utilisateurs, pour, j'allais dire, pour confronter mes idées. Plus le fait de les vendre en interne. Oui, alors puis après, bien sûr, il y a toujours des gentils, des gentils parrains ou marraines, des bonnes fées ou des vilaines fées qui viennent rajouter quelques grains de sel sur ce sujet. Et voilà, donc ce que je vais vous faire partager, c'est ça, c'est quelques points de repère. On va survoler ces notions, hein, puisqu'on s'est donné un temps court mais j'ai fait une sélection de points que je pense inspirants par rapport à votre métier, aux préoccupations que vous avez dans l'entreprise. Mais à un moment ou un autre, tout commence par vous. Ah oui, tout commence par vous. Alors, ah oui, moi j'ai fini de parler maintenant. Et je vais commencer à prendre la deuxième. L'instruction, hop, pardon, je vais essayer de me casser la figure parmi les câbles, mais l'instruction. On est d'accord? Moi je comprends pas dans ce sens. Ah non, c'est dans ce sens-là. Non, c'est ça. 3 minutes. 3 minutes. Vous avez un feutre. Ouais. Et voilà, 3 minutes pour compléter le dessin. Ah. 3 minutes, c'est parti. 3 minutes pour compléter le dessin. 3 minutes en plus. Non, il n'y a pas de... En fait, c'est pour vous titiller 10 heures. C'est bon. Voilà. Donc 3 minutes en plus pour compléter le dessin. D'accord. Bah, c'est dans mathématiques. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que... Ça nous a ouvert les chakras. Le fait qu'il soit dans l'autre sens. Ah oui? Je suis restée dans la même tombe. Bah si, on a tous changé de sens en fait. On n'avait pas pris en même On a pris la feuille telle que vous l'avez donnée, on n'a pas tourné. Ah, Et on est d'accord qu'à la base, c'est le même dessin. Et pour autant, regardez ce que Isna affiche. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu exactement le même temps. On est d'accord. Vous avez eu exactement le même dessin au démarrage. On est d'accord. Regardez ce que vous avez. Regardez ce qui s'affiche. Qu'est-ce que vous voyez de façon spontanée? On voit des choses différentes. plus élaboré dans le deuxième. Il y a effectivement, sur le deuxième exercice, c'est déjà plus élaboré. Il y a plus de... Moi je me suis sentie Oui, mais à un moment... On est d'accord, mais à un moment, je sais... Oui, non mais c'est pas vrai, globalement. Vous embêtez de la mettre. Moi, la première fois, j'avais tout de suite avoir une idée de ce que je voyais et de devoir réfléchir à faire autre chose. Voilà. Je voyais, comme ça, je disais, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait que ma première idée? Ouais. C'était pas si évident que ça de trouver une deuxième idée et de plus voir la même chose. Ouais. Donc il y a une première difficulté, effectivement, c'était que, a priori, vous aviez eu une idée, mais c'était la même forme. Donc, mais on est d'accord que personne n'a reproduit la même chose, n'est reparti du même dessin. C'est la vraie part. Je vous ai donné aucune consigne. Vous auriez tout à fait pu reprendre le même dessin et le même refait. Et pour autant, vous ne l'avez pas fait. Et à votre avis, c'est quoi le premier point qui fait que, ou la première condition, on va dire, qui a fait que vous n'êtes pas reparti de ce point de départ? On s'est senti libre de faire en fait. Ça c'est gentil. Je me suis dit que pour ça toute façon, il fallait faire quelque chose de différent. Moi, je n'ai même pas réfléchi. C'était une consigne implicite. Alors, ça, Moi, j'ai pensé, mais je me suis dit, oui, je vais leur faire la même chose. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas d'intérêt. On n'aime pas la routine.
Alors, il y a deux choses. C'est que il y a deux choses. Si on faisait l'exercice, c'est aussi parce que c'est l'aspect, j'ai fait un peu introspection de l'exercice. Si les choses ont changé, c'est parce que aussi j'ai changé le format de la feuille et le sens de la feuille. Je vous aurais fait faire le même exercice avec les mêmes conditions. Vous auriez grosso modo peut-être eu plus de difficultés, vous auriez rebouclé. Je vous ai changé implicitement les règles. On est passé d'un format à un portrait à un format paysage. Et là, on a fait l'exercice de façon simple, c'est-à-dire qu'on est resté sur du A4. J'aurais pu vous donner plus grand encore. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir, de découvrir finalement instinctivement d'un autre sujet de la créativité, c'est que a priori on peut avoir un point de départ similaire, mais la manière dont on va poser le cadre autour de l'idée va permettre, j'allais dire, soit de délivrer quelque chose de simple, j'allais dire un trait, puis qui finalement est complété par un autre trait, quelque chose de simple, crayonné, ou alors, parce qu'on change les règles, parce qu'on donne plus de place, on a des choses qui sont beaucoup plus abouties, alors qu'on est bien d'accord qu'au démarrage, c'est toujours la même forme. Donc ça aussi, ça veut dire, ça va commencer à, on va revenir souvent autour de ces idées-là sur le fait que le cadre a plus d'importance pour développer la créativité souvent que la consigne. Je n'ai pas donné de consigne, je les ai laissés faire. Et pourtant le résultat est là, c'est fait, ça a bien fonctionné. Alors je vous emmène dans un... Moi je dis, il n'y a pas que le cadre, si on l'a vu d'une autre façon. Oui. Non, parce que je vous ai décentré. Je vous ai décentré dans la prise de regard. Parce que c'était pas. Parce que finalement, vous ne travaillez jamais en format paysage. On est d'accord? Surtout en fin d'année. En fin d'année, on est en vertical. Et puis il y a aussi un autre point qui est important, c'est que la feuille, avec la forme, elle permet, j'allais dire, une liberté d'exercice que vous n'arriveriez pas à générer sur un ordinateur. Je vous emmène dans un autre exercice. C'est important de... On va dans un autre exercice. On va toujours retrouver notre même cadre de travail, qui est notre cadre de 3 minutes. C'est pas effectivement une planche pour faire des macarons. Non, on ne peut pas s'en servir pour faire des macarons. Mais d'un autre côté, vous pouvez après faire ce que vous voulez avec. Alors donc, cet exercice-là, à 3 minutes, 3 minutes, et vous voyez qu'il y a des cercles. Et donc, ce que je vous demande, c'est de profiter de chacun de ces cercles pour en remplir le plus possible de ces cercles avec des idées, des objets, tout ce que vous voulez. Mais la seule consigne, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un cercle ou un arc de cercle sur ce que vous êtes en train de dessiner. C'est pas très clair. Vous avez des cercles, et chacun de ces cercles, vous allez les remplir. Mais le dessin que vous allez remplir, que vous allez mettre à l'intérieur, doit comporter un cercle ou un arc de cercle. Pardon, je vais formuler comme ça. Et là, 3 minutes 3 minutes, voilà. 3 minutes, c'est parfait. C'est pareil. C'est parti. Il fallait plus réfléchir. Ouais. Moins de liberté. Ouais. Donc finalement, un exercice plus dur. Ouais. Moi, j'ai trouvé une technique, en 2 heures, c'était fait. Ouais. La ligne. J'ai fait l'alphabet en mode cercle. Vraiment, j'avais trouvé, j'avais sélectionné mon problème. Oui. Alors, par rapport à notre sujet, à notre fil rouge de ce matin sur la créativité, qu'est-ce qui finalement, qu'est-ce que vous tirez comme apprentissage de cette... C'est complexe que c'est fun.
Ah, ça, Le résultat est. ça faut en parler à votre coach. C'est vrai que c'est moins c'est fun, justement. Alors, faudra aussi en parler à votre coach. Ou alors, il faut trouver le fun, c'est complexe. En fait, dans les consignes, il n'y avait pas il fallait qu'on rentre dans les bureaux. Alors, et non. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire du coup? Ah, il y en a qui ont fait ça. Vous êtes la seule, vous êtes la seule à être sortie, vous êtes la seule à avoir mis les choses à l'extérieur. Non, moi j'ai fait que des pizzas, je suis pas sortie du cadre. Et oui, si vous avez sorti du cadre, vous avez mis les noms des pizzas. Les noms des pizzas. Par contre, vous avez dit que la recette devait être à l'intérieur. C'est ça. Vous l'avez répété parce qu'on n'était pas sûr d'avoir compris et j'ai bien noté, vous avez dit à l'intérieur de chaque cercle, il faut qu'il y ait un arc de sécurité. Déjà, premier résultat. Ça marche pas. Donc, ce qui est. Il y a tellement de production que. Ouais. Débordé. Donc l'exercice, il a été, je vais dire, il a été délivré, mais on est d'accord que finalement le premier élément de la consigne, c'était tous ces cercles à remplir. Il a fallu, je pense, mobiliser un peu plus d'énergie, plus d'efforts pour arriver au résultat. Moi, je me suis quand même un peu surprise au fur et à mesure d'avoir autant d'idées, parce qu'au départ, je me suis dit, il y avait comme un peu de cercle, de faire que des ronds, quoi. Mais en fait, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Alors là aussi c'est important, c'est que ça nous amène à un sujet clé autour de la créativité, c'est que il faut se lancer et que finalement c'est comme une espèce de boule de neige ou alors ça des cailloux qui descendent la montagne, etc. C'est que plus vous mettez de mouvement, plus ça vient. Et je pense que là j'ai volontairement donné le sujet sur 3 minutes, mais si je vous redonnais encore des feuilles et avec les mêmes consignes, et vous verriez que vous continuez. Donc on voit bien que notre sujet de créativité et la manière dont on organise, on appréhende la créativité en entreprise, je dirais, c'est on peut challenger le est-ce qu'on donne suffisamment de temps pour que finalement on permette aux idées d'émerger. Je ne rentre même pas dans le débat de est-ce que la meilleure idée elle est au début ou est-ce qu'elle vient à la fin. On ne fait pas encore des choses croisées, on pourrait faire l'exercice avec des choses croisées en disant maintenant que vous avez ça, vous avez tout regardé ce qui a été fait, on refait l'exercice, et pour toujours avec le même cadre, et vous verriez que vous allez produire des choses de plus en plus poussées. C'est vrai que moi, quand je suis sortie du cadre, j'étais un petit peu gênée. Je me suis dit, je vais se faire engueuler par le prof, comme d'habitude. C'est peut-être aussi un peu parce que peut-être qu'en arrière-pensée, il y avait le qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour prendre la consigne et la tente un peu. J'étais quand même un peu. Je l'ai mal vécu. C'était rebelle. En regardant le besoin de la clé et tout, je me suis rendu compte que moi j'étais restée sur le figuratif alors que les autres étaient partis sur de l'abstrait. Et c'est là où on voit que la position en fait, c'est différent. C'est différent ou pas. Et là pour l'instant, ça n'était même pas venu à l'esprit de faire un truc abstrait en fait. C'est fou. Avec leur non, mais là pour l'instant, l'objectif c'est vraiment d'être dans la démonstration de ce qu'on fait dans cette première partie, où finalement on montre qu'à titre individuel, puisqu'on est d'accord que la créativité c'est soi, mais c'est aussi les autres. Donc à titre individuel, on a déjà beaucoup de ressources, on est capable de faire à partir du moment où on accepte finalement deux choses. La première, c'est de se donner finalement du temps, de se concentrer, d'oser produire, parce que je pense qu'à aucun moment vous vous êtes posé la question de se dire « Oh, je suis en train de faire une bêtise ». On est d'accord ? C'est venu comme ça, de façon assez spontanée.
J'ai juste une question. Est-ce qu'il faut poser une contrainte ou on peut partir d'une feuille vierge? Qu'est-ce qui est préférable? Ça dépend de ce qu'on a envie de faire et j'allais dire spontanément, l'absence de cadre peut être anxiogène. Si je vous avais donné une feuille blanche au démarrage et on fait un exercice, dessinez-moi quelque chose, je pense que allez, au moins un tiers d'entre vous m'auraient rendu une feuille blanche en disant c'est ce qu'on appelle, dans les écrits professionnels, ce qu'on appelle le syndrome de la feuille, de la page blanche. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de partir de rien, le cerveau il met du temps à chauffer pour savoir par quel bout il va prendre la peur du vide. Ouais. C'est pour ça que souvent sur les ateliers de brainstorming, on vient de plus en plus avec, comme on dit, des briques à casser. Oui. Parce que ça permet de donner déjà de la matière. Et c'est plus facile finalement de réfléchir sur quelque chose qui existe que de partir de là. Voilà, donc c'est pour ça qu'après, juste toute la question, c'est de la manière dont vous donnez l'impulsion. Je vous ai donné une impulsion avec cette forme un peu bizarre, voilà, et je vous ai donné une impulsion. Après, derrière, j'aurais tendance à dire que c'est juste, vous avez vu, la créativité, s'il faut un point de démarrage, et puis après, il faut l'entretenir. Donc, j'aurais tendance à dire la vraie partie de votre atelier ou de la réflexion que vous pouvez avoir sur la créativité, c'est pas forcément le point de départ, c'est surtout la manière dont vous allez ensuite construire les étapes pour que les gens réfléchissent. Alors, hop, j'ai encore une feuille à vous distribuer. Mais ce qui est marrant, pardon, c'est le parallèle avec le théâtre d'impro. C'est vrai que par ces exercices-là, un peu ce que tu disais, on apprend à se connaître aussi. Bah oui, si tu regardes là, regarde tout ce que vous avez produit. C'est ça, et des choses qu'on ne connaît pas. Des choses qu'on ne connaît pas. Pourquoi j'ai fait des trucs là et des autres. Et dans le théâtre d'impro, c'est pareil, quand on commence une impro au tout début, bah, on dit tiens, je prends tel personnage plus facilement. La mère autoritaire, par exemple. C'est pas moi. Pourquoi je prends ce toute ressemblance avec une personne existante est vraiment franchie. Arrête de penser à ta mère. Là, c'est d'avoir comme si tu pas compris. Oui, c'est ça, on est d'accord. Oups, c'est bon, impeccable. On est où? Alors, la feuille vous est déjà un peu familière. Alors, je vais vous demander en 3 minutes de regarder tout ce qu'il y a autour de vous et de noter tout ce qui comporte un cercle ou un arc de cercle. Et on note à quel moment? Et on note à quel moment? Dans chacune des cases. Notez dans chacun des cercles. On se fait appel à l'observation. L'observation. Autre. Alors que la première, ouais. Après, non, il faut voir les dessins. Moi, j'ai quand même tenté de faire des dessins. Je suis bien lancée là dans le dessin. Tu vas reprendre les questions. Je me mets. Moi j'avais beaucoup de 6, j'ai trouvé 6 et après j'ai réécrit les mêmes mots dans tous les autres cas. Moi je suis un peu frustrée parce que non mais il y en a plus, mais c'est vrai que ça m'a. Quand je me suis dit, je regarde autour de moi, je trouvais pas. Mais non, parce que j'ai réfléchi aux consignes depuis tout à l'heure, on se dit, bah oui, les consignes, j'ai pas dit, on n'a pas dit, vous avez pas dit. Enfin, non, j'en ai trouvé 5, pardon, il y en a 5 sur la. Vous avez pas dit, on 15 objets différents. Donc en fait, j'ai joué là-dessus comme je pouvais pas. Ma créativité à moi, ça a été de prendre la même ligne et la corriger 3 fois. C'est la facilité. Moi, j'ai fait que la créativité, elle peut prendre différentes formes.
Ou c'est l'apprentissage, puisque l'art de la répétition, c'est ça. Aussi, j'ai retenu. Hein. Soleil, coupelle. Elle peut aussi venir la façon dont on regarde les choses. En fait. Ouais. Là, vous nous avez orienté sur ce qui est rond, mais vous auriez pu dire carré, triangulaire ou autre. Ce qui est important une nouvelle fois, c'est que dans l'exercice de la créativité, vous vous rendez compte que la manière dont vous donnez une impulsion sur une consigne va brider ou pas brider la manière dont dont finalement le groupe ou la personne va répondre. Le deuxième bénéfice de cet exercice, c'est aussi de se rendre compte, parce que je crois qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été remplies, il y a énormément, il y a beaucoup d'objets qui sont ronds ou presque ronds. Voilà, j'allais dire, ça peut aller voilà, de ça, en passant de ça. C'était pas la chanson. Il y a encore un maximum d'objets voilà, où il y a des ronds, et vous vous rendez compte que si spontanément vous avez demandé combien il y a d'objets ronds ou avec du cercle ou des arcs de cercle dans la pièce, vous m'auriez donné un chiffre, et je pense que ce chiffre, par la pratique et l'observation, vous l'avez largement dépassé, parce que c'est juste de regarder les... C'est pas parce que c'est par là que c'est à moi. Quand même. Désolée. Donc là aussi, c'est un élément intéressant dans la découverte de la créativité ou la prise de conscience de la créativité, c'est que l'observation a aussi un rôle à jouer dans la manière dont on va nourrir sa propre créativité. Ouais. Super dur de sortir de ces schémas en fait. Ben oui, c'est ça un peu. Alors là on fait non mais pour nous tous, parce que là on fait un exercice, voilà, on fait un exercice juste de sensibilisation. Après, on est d'accord que si on veut le travailler, le recontextualiser dans l'univers professionnel, là on a de la chance parce que j'allais dire, on n'est pas dans vos environnements professionnels, mais après réinjecter tout ça dans sa pratique professionnelle. On se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire, mais c'est pas forcément évident. Alors, juste parce que j'ai vu que vous aviez commencé à prendre des notes, alors on a prévu aussi des choses pour vous aider à prendre des notes sur la suite de ce qu'on va partager ensemble. On va rebalayer quelques notions, et puis finalement derrière chacun de ces petits dessins, il y a des notions importantes, facilitantes autour de notre thématique de la créativité. On va les balayer ensemble. On va commencer par le premier groupe de schémas que vous avez. Alors, je sais, c'est assez classique. On commence par en haut à gauche de la feuille. On commence par le haut à gauche de la feuille. Et c'est celui-là qui m'intéresse en premier, et je vous propose de le découvrir de cette manière. Ok. Et ça c'est blanchi. J'ai tout dit. Je crois que j'ai été clair. Alors je reprends pour Anne. Pourtant tu n'as pas parlé, donc tu as tout dit, mais on n'a pas beaucoup. Et j'ai les 4 flèches. C'est les 4 conditions pour... Oui. C'est des 4 conditions qui vont vous amener, qui vont permettre, ces 4 conditions qui vont permettre finalement d'initier une démarche où la créativité va démarrer, va accélérer, va se concrétiser.
Alors, on le refait un peu dans l'autre sens. La symbolique du temps. On est d'accord. Si vous ne donnez pas du temps, vous n'arriverez à rien. Et si on ne se donne pas du temps aussi. Ah oui, on est d'accord. C'est vraiment le rapport au temps, la créativité et le temps sont liés. C'est souvent un problème d'ailleurs. Alors, et si vous êtes familier avec les logiques de système 1, système 2, etc., le gros problème de la créativité dans l'entreprise, c'est que c'est soit intelligent vite. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que vite, c'est quoi? La vite, c'est un réflexe. C'est un réflexe. Et le réflexe, ça vous ramène à quoi? C'est ce qu'on connaît déjà. C'est le truc que vous avez appris à faire. C'est le truc que vous avez appris à faire ou le truc qui vous amène en mode sauvegarde. Mais je suis désolé, il n'y a pas de créativité derrière. À partir du moment où la consigne, il y a vite dedans, il faut il faut accepter que la réponse ne sera pas créative. Puisqu'on pioche dans l'histoire de la personne, ou dans l'histoire du groupe, ou dans l'histoire de l'entreprise, on pioche dans l'histoire, donc dans l'expérience, et l'expérience, c'est pas de la créativité, c'est une compilation de choses. Donc là-dessus, c'est intéressant, ce rapport au temps. J'insiste bien parce que sur ce point-là, je pense que c'est très fondateur dans le regard que l'on va avoir sur la créativité. C'est que si on ne prend pas compte, dès que je commence à stresser, je fais appel à du réflexe, je ne fais pas appel à de la créativité. Alors après, on verra qu'on va pouvoir utiliser, finalement un peu le temps différemment. Mais parce qu'on aura choisi de l'organiser. Mais non organisé, le stress sur le temps, c'est du réflexe et c'est pas de la créativité. Donc le premier point, effectivement, c'est le temps. Pardon. Le deuxième point. J'avais deux. Communiquer avec d'autres personnes. Collaboratif. Alors effectivement, les deux notions, elles sont là. Les deux images, elles se renvoient l'une l'autre. Mes idées confrontées, celles des autres. Confronter, débattre. J'avais vu mais en même temps. Elle vient. Convivial. Convivialité. Partager confiance. Exactement. Les deux notions qui tournent autour, les deux notions clés, si on veut faire de la créativité autour de l'humain, c'est effectivement la notion de la confiance, de l'empathie, de la bienveillance, et le fait qu'il y ait un cadre pour des interactions. Catherine, où tu vois qu'est-ce qui t'a fait penser à la confiance? Celle d'avant, en fait, parce qu'elle a l'air bien dans sa. Elle est super, elle est bien, quoi. Donc elle est détendue, elle est en confiance, elle est. Enfin, je suis. On est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Donc ça veut dire que ça, c'est ce qu'on va chercher. Si je ne crée pas ce climat-là, je suis désolé, je n'arrive pas. J'arrive pas à créer une forme un contexte favorable à la créativité. Allez, deux images pour la même notion. Ouais, effectivement, la prise, un changement d'angle, une prise de hauteur. Voilà, donc ça c'est un élément clé. On peut peut-être rajouter un petit changement de climat. Oui, alors là, et puis la quatrième notion. Changer de paysage. Il faut changer de salle. L'endroit, changement de lieu. Oui, le changement de lieu. Vous ne vivriez pas la même chose si on était venu le faire chez vous, dans vos bureaux, etc. Et pour l'anecdote, quand je faisais mes réunions de créativité, nos bureaux étaient au 4e étage, j'emmenais les équipes au 2e ou au 6e. Bah oui, mais j'ai bien.
C'est moins cher qu'un séminaire à Chantilly, mais je peux vous assurer que quand les gens ont l'habitude de se réunir en salle 42 et que vous leur dites « Ah, j'ai besoin qu'on réfléchisse à une autre manière de faire » et qu'on les emmène en salle 63. Et là, vous commencez déjà. C'est pas aussi violent que ça. C'est pas aussi violent que ça, mais ça fait partie des... j'allais dire finalement de l'une de nos 4 flèches, le changement de lieu, la prise de hauteur, le changement de regard, créer le contexte positif, favorable, etc. Donc chacun de vous, c'est à trouver, développer les interactions, et puis de se dire qu'à un moment ou à un autre, on se donne du temps. Et si je peux me permettre, Didier, Milton Erickson, qui a beaucoup travaillé sur les techniques créatives, grand psychiatre, comme vous le savez, père de l'hypnose, ericksonienne, disait toujours, son principe c'était de dire à ses patients de partir ailleurs, etc., que le cerveau ne sait pas résoudre des problèmes dans l'espace problème. Ah, voilà. C'est bien, c'est pas mal ça. C'est pour ça que les coachings aussi, on les fait à l'extérieur. Exactement. On les fait pas. C'est mieux. Typiquement, si dans la pratique, expérimenter j'ai une réunion avec l'équipe, etc. Et aller tester la résolution de problèmes dans le couloir une fois qu'on quitte la salle de réunion. Et vous allez vous rendre compte que finalement le changement de lieu, la mise en mouvement permet de créer un contexte, j'allais dire, différent, où finalement le problème ne sera pas résolu dans la salle de réunion, mais il va être résolu dans le couloir à peu près 5-6 pas après avoir quitté la salle. Typiquement, quand ça se passe comme ça, vous êtes... Alors après, soit vous l'avez observé, mais vous pouvez aussi le susciter, puisque vous avez pris conscience qu'il y avait ces quatre éléments, et ça peut se jouer à l'intérieur de l'entreprise. Moi j'ai constaté, c'est quand je fais des footings. Oui. Quand je prends ça, je suis des modes créatifs. C'est vrai. moi aussi, Et donc pour compléter ce que vous dites, il y a un endroit en entreprise, et c'est là où il y a un vrai sujet avec l'histoire du mode hybride et du distanciel, c'est la machine à café. Parce que la machine à café permet de se retrouver entre collègues de différents services, etc. Pas sur le même lieu, dans le même bureau. Et là maintenant, moi j'étais encore chez des clients en rencontre la semaine dernière. Tu passes des plateaux entiers, il n'y a personne, 2 bus qui sont derrière des écrans, c'est triste à mourir. Alors, sauf et à la machine à café, t'es un mais en fait, tu vois, alors moi aussi je pensais ça, effectivement, ça c'est vrai. Mais j'ai un client coach qui, lui, maintenant, habite Java. Depuis Covid. Il y a pire. Hein. Et il fait ses coachings depuis Java. Et en fait, il pensait qu'il allait perdre. Et en fait, les gens, vu qu'ils ne le voient pas ou ils voient juste un écran, ils se sentent beaucoup plus dans le coaching. Moi, je te dis pas. Oui, mais là, je connais bien, parce que côté avec là, ils se libèrent beaucoup plus. Oui, ils ne se libéraient face à face. Alors, là, je mettrais le coaching à côté. Moi, j'utilise ça pour les cours d'anglais par téléphone depuis qu'on a créé la société il y a 30 ans. Les gens parlent plus facilement en anglais au téléphone. Et on a créé, c'était mon argument il y a 30 ans quand j'ai créé 122. Alors au téléphone aussi, quand je fais des entretiens, les gens se libèrent beaucoup plus parce que d'abord, alors moi je l'attribue plus au fait que c'est un moment hors du temps où tout d'un coup ils peuvent réfléchir. Et c'est vrai que le fait d'être au téléphone... Là on parle de se libérer, d'être capable de parler, on ne parle pas forcément de créativité. C'est un des éléments, on va dire c'est un des éléments facilitateurs. Moi je sais que tout simplement, le fait de, je partage, c'est le fait de ne pas avoir de PC, moi je trouve. Que tu sois à la cantine, sur la machine à café, nous on a la chance en bas d'avoir un parc, et ça m'est déjà arrivé moi en réunion, où on devait craquer des sujets parce qu'il y avait des points de blocage. C'était pas ma demande à la réunion, c'était la demande de l'équipe, et on arrive. Et en fait, que le doigt sur les problèmes, mais aucune possibilité de sortir du cadre pour donner des solutions. Et en fait, moi, j'avais hyper chaud, j'ai dit, bon, allez, hop, on descend, on pose les PC, on y va comme ça, on prend des post-it? Non. Et en fait, on est juste descendu au parc, on n'a pas résolu tous nos problèmes, etc. Mais
en revenant en disant, ok, bah là-dessus, on pourrait faire comme ça. Des bribes, mais ça a décoincé la situation. Je vais pas réinventer. Et moi, j'avais mis en place, là, justement, avec certains consultants de l'équipe, la technique du pique-nique. On part pique-niquer au parc, notamment sur machin truc, mais sur un sujet. Oui, tu as un sujet. Ouais. Alors, il y a le côté d'abord libre, puis après, Didier va me dire ça. Donc, le deuxième, je vous emmène sur le deuxième schéma. Le deuxième schéma, il nous amène à travailler sur les attitudes créatives. Alors, si ça vous intéresse, il y a la référence en bas. L'université de Grenoble, et puis j'ai échangé avec l'enseignante chercheur qui bosse sur ces sujets-là. À l'université de Grenoble, vous avez une très jolie, ressources. Vous avez de très jolies ressources sur la créativité, la réflexion sur la créativité, finalement, ils travaillent beaucoup sur comment naissent les idées. Voilà. Donc, ouais, c'est ce genre de choses où à Grenoble, ils ont bien travaillé. En tout cas, ils explorent cette piste-là. Et ce qui est important de comprendre, et finalement, c'est là les quatre flèches, que les attitudes créatives, elles passent forcément. Vous allez voir, on reboucle toujours sur un peu sur des choses qu'on a commencé à voir tout à l'heure. Il faut de la communication, il faut être dans le sens où il faut se sentir, j'allais dire, en capacité de faire les choses, et puis oser découvrir. Tout à l'heure, vous observiez les espaces ronds, où vous essayez de comprendre et de faire des dessins créatifs à l'intérieur du cadre que je vous donnais. En tout cas, voilà, vous êtes allé dans une mode découverte, et puis la pratique, c'est assez important, c'est-à-dire que nos sujets créatifs, les attitudes créatives, je ne suis pas créatif juste une fois, il faut que ce soit vraiment quelque chose dans lequel j'installe des routines. Donc ça veut dire que si vous voulez emmener le sujet créativité, innovation en entreprise, il faut qu'il y ait un moment où on note qu'il y ait des routines. J'allais dire, chez un client, il y avait des lieux créatifs, mais il n'y avait pas de routine. Donc si vous avez des lieux et pas de routine, et finalement, les lieux restent des espèces inintéressants. Je veux dire, c'est des halls de gare. Alors ok, il y a des fauteuils sympas, des machins, mais il n'y a pas de routine. Moi j'ai une rituel. Oui, routine, rituel. Ah oui. Alors, rituel, oui, mais quand je dis routine, c'est dans le sens où on a vu que la créativité, il faut produire. Oui, mais pour moi, ce côté routine, ça m'implique chez moi le côté obligatoire. Et de se dire, bah voilà, s'il y a une routine, c'est-à-dire tous les mois, il faudra que je sois créatif à ce moment-là. C'est ce que ça induit chez moi. Alors, ça fait partie des choses. Aussi. On a vu que la routine est intéressante parce que si je veux avoir des idées, il faut produire des idées. Et donc, si vous installez une routine, qui est de dire tous les jours, vous me mettez une idée pour améliorer ou pour résoudre une situation professionnelle qui vous tracasse, vous avez besoin de créativité. Et si je vous dis tous les jours, vous mettez un post-it sur le mur. Et il n'y a pas un jour zéro. Il n'y a pas un jour 0 et il n'y a pas un jour 25. C'est tous les jours, j'en mets un. Et vous allez vous rendre compte que vous allez débloquer des processus créatifs chez vous, justement parce que vous installez cette routine. Et la routine, elle vous ramène quoi? Sur le fait que finalement, même avec un post-it par jour, vous êtes dans la pratique. Et là, votre attitude créative est différente. Et ça, c'est important. Je veux dire que la créativité, j'allais dire l'artiste, là on est entouré tableau, mais l'artiste, mais le professionnel en entreprise, il n'est pas juste créatif parce qu'il y a un créneau entre 9h et 10h30 en salle 27. Hein. Je veux dire, c'est là où nous, on a, j'allais dire, en tant que manager, en tant que coach, j'allais dire, accompagnant, consultant, on a j'allais dire, un rôle à jouer pour justement installer ces routines en disant, attends, tu as une idée, tu notes, tu as une idée, tu notes, tu as une idée, tu notes. En coaching, là, ce que j'utilise, par exemple, juste pour compléter, je vais chercher des rituels et qui sont liés. Tu as Noël, c'est le calendrier de l'Avent, et en coaching, c'est tous les jours la plus petite action que tu peux mener pour aller vers ton objectif. Et en fait, c'est le début qui est, mais comment créativité? Puis après, quand tu es parti, c'est ce que dit en fait Didier, et c'est la réalité, plus tu as l'habitude de produire, plus ton cerveau, en fait, c'est même plus un problème qu'il y ait une contrainte qui est donnée, au contraire. Parce que
Oui, c'est Je le vais lien. me permettre juste de compléter ce que tu disais, Didier. C'est le lien avec ce que vous disiez en début, c'est qu'en fait, c'est une compétence. Oui, c'est une compétence, mais qui est son travail. Voilà, c'est ça. Alors que moi, je le voyais peut-être plus comme une facilité, une habileté, un talent, voilà. Non, c'est pas un talent, c'est une compétence. Et c'est vraiment et finalement toute la découverte que les participants, j'allais dire, appréhendent au fur et à mesure que la journée se met en place, c'est justement de se rendre compte, finalement, je suis capable, et puis je peux installer comme ça une pratique dans mon métier, dans mon travail. Et pardon. Je voulais juste donner un exemple précis. On a déployé pour le groupe Castorama sur 120 magasins, vous voyez à peu près ce que ça représente en France, 600 personnes. On a mis en place tous les clubs primateurs donc, qui sont au sein des magasins, des équipes qui réfléchissent à des idées qui amèneraient du chiffre d'affaires en plus, des économies en plus. Donc c'était dans le cadre d'un programme d'innovation RH. Et bien, ça fonctionnait exactement comme les tableaux que Didier vous a fait à chaque fin de réunion. Il y avait le nombre d'idées qui avaient été produites. Il y avait le waouh pour, il y en avait 10 de plus que la fois suivante, et il y avait une dynamique, mais à fond. Et tout le monde était mobilisé, des hôtesses de caisse jusqu'au directeur de magasin, pour qu'on produise. Et il y avait un challenge national, et ça leur a apporté beaucoup d'innovation. D'abord des idées, et puis après, ils avaient effectivement à défendre des idées devant les boards pour les mettre en place. Donc ça allait de la petite fleur qu'il fallait plutôt mettre près de la caisse au moment de la fête des mères, enfin bon bref, jusqu'à le lavabo qui fuyait, mais peu importe. Tout le monde était embarqué dans l'histoire. Il faut savoir tout ça était relié à des primes derrière. Donc c'est vrai que ça a créé une grosse... voilà, je termine juste, mais pour montrer que là, les tableaux, au début, c'est que ça permet de voir aux équipes comment elles progressent, justement. Dans les attitudes créatives, on a vu qu'il y avait effectivement des attitudes autour de la communication, puis après il y a des attitudes, un autre degré d'attitude ou de posture. Le premier, c'est la créativité, la curiosité. La créativité n'existe que parce qu'on développe auprès des personnes, des équipes, une logique de curiosité. Donc si vous êtes à l'impulsion et que vous demandez aux gens mais qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as découvert, qu'est-ce que tu as, etc., que ça te fait penser à quoi bref, susciter et apprendre aux gens à devenir curieux, vous allez vous rendre compte que vous allez créer un contexte qui va être très favorable à la mise en place de la créativité. Le deuxième point, c'est aussi apprendre, j'allais dire en souriant, à gérer la colère et de se dire tous les problèmes sont naturels et qu'à un moment ou un autre, oui, c'est acceptable, et que quelque part, il y a des choses qui se résolvent facilement, il y a des choses qui prennent du temps à se solutionner, mais d'accepter le fait que, par définition, le problème, c'est quelque chose de naturel. Et que la deuxième partie, c'est de la créativité, ça fait partie des postures créatives, et de dire, rencontrer un problème est un défi, je veux arriver à ouvrir le cadenas, je veux arriver à résoudre le Rubik's Cube, je veux arriver à... Voilà, et de se dire que prendre le problème et l'aborder comme un défi, sans fuir le sujet, ça fait partie des attitudes créatives. J'allais dire, je résume ça de façon assez simple en disant chic, il y a un problème. Chic, il y a un problème. Je peux donner une idée. Hier, j'ai abordé le sujet d'une autre façon. Et en fait, c'était plutôt sous forme de jeu, on faisait le contraire. C'est-à-dire que, par exemple, donc chacun avait ses soucis. Et donc, il y en a un qui disait, donc normalement, il voulait éviter les accidents dans l'escalier. Et donc, on a tous travaillé comment faire pour en sorte qu'il y ait un accident, même mortel, dans l'escalier. Et donc, on a tous... En fait, c'est une catastrophe. Et donc, tout le monde a trouvé plein d'idées pour faire en sorte qu'il y ait une catastrophe, que quelqu'un se tue dans l'escalier. Moi, en formation, c'était comment faire en sorte qu'un stagiaire arrête sa formation. Et après, tu retournes à ça. Et en fait, c'est en mode créatif, donc en mode humour, donc ça retient vachement, et on fait le contraire.
Et là, du coup, l'imagination se duplique. On a tendance à imaginer plus facilement des catastrophes du négatif que du positif. Moi, j'utilise sur des logiques de cohésion d'équipe, où la question c'est qu'est-ce qui fait que on n'arrivera pas à travailler en équipe et que l'équipe ne fonctionnera pas. Et là, on a un peu la nature humaine, c'est plus facile de trouver des points négatifs. Et là, il disait quelque chose de précis pour Castorama, comment faire en sorte pour que quelqu'un ne revienne plus jamais dans le magasin. Donc voilà, donc il insulte la caissière. C'est les techniques de la pensée rapide qui s'appelle le scénario catastrophe. Et tu as raison, parce que chez Casto, on l'a travaillé sur le problème des nacelles. Parce que quand ils se baladent, comme chez Ikea, quand ils sont sur les nacelles, tu as plein de différentes nacelles et qui nécessitent des sécurités différentes. Et quand les gens ne les retiennent pas, ils peuvent être producteurs d'accidents, justement. Mais on a plus été productif dans le mode on fait une catastrophe que dans le mode comment faire en sorte pour que la personne revienne chez Casto, que plutôt dire comment faire en sorte pour qu'elle ne revienne plus jamais. Oui, parce que sur le côté positif, il y a, à mon avis, des évidences qu'on a du mal à formuler en fait. Et on se dit, oui, c'est normal d'avoir une flotte, on a fait des mers. Alors que le côté négatif, on ne le voit pas. On enlevait les ampoules dans l'escalier, on mettait l'huile, on disait on fait plus le ménage. Après, c'est ça. Les gens ne regardent pas l'escalier. Ou alors même, on avait des truandés là. On met des planches avec des trous dans les escaliers. C'est tout le principe de ce qu'on résume avec la pensée latérale. Si vous avez envie de creuser le sujet, c'est des sujets de pensée latérale. Là, dans le programme qu'on emmène, on fait un temps d'atelier autour d'un concept qui s'appelle les chapeaux de Bono, où justement on va structurer, finalement, on s'appuie sur le fonctionnement normal de l'être humain, qui fait que généralement quand on communique, on met à peu près tout dedans, et il y a du positif, du négatif, c'est bien la formation, oui, mais j'aurais aimé, quoique c'est génial, etc. On est d'accord que c'est à peu près tout ça qui arrive dans la tête en même moment et qui sort de façon plus ou moins organisée selon l'état du moment. Et toute la logique de la pensée, du travail sur la pensée latérale, c'est justement d'arriver à séquencer et de dire non, là on est très positif, là on est très négatif, là on est que sur des faits, là on est que sur de l'organisation. Et voilà, donc ça c'est typique d'un atelier de créativité qui est très très utile, où on ferme les gens dans une posture à un instant T, et après quand on balaye l'ensemble des postures qui ont été prises par le groupe, on se rend compte que même celui qui est le plus positif est quand même capable de trouver 5 trucs pour pourrir de façon définitive le projet, et celui qui est plutôt le schtroumpf grognon dans les équipes, on en a tous, il est capable de trouver 2 idées qui font que si elles sont juste géniales, et elles retournent la table, et effectivement le projet il a toute sa légitimité. Mais tout ça simplement parce qu'en termes de cadrage de la méthode de créativité, on ferme, on emmène les gens dans une posture et on va au bout de la posture. Là où la communication naturelle est généralement une espèce de mix avec un peu je t'aime moi non plus, bof, faut voir peut-être que. Et vous allez voir que si vous commencez à pratiquer cette stricte distinction, avec les logiques de scénario catastrophe, vous avez des logiques aussi assez classiques de la lettre d'amour, la lettre de rupture, voilà, mais qui sont pareil, des logiques très contrastées. Vous allez vous rendre compte que les équipes vont être beaucoup plus créatives. Le dernier petit schéma qui est en cercle, c'est-à-dire 1, soyez curieux, 2, acceptez ce qui se passe, 3, prenez-le comme un défi, et 4, une nouvelle fois, je répète, pratiquez. Pratiquez. Pas un jour sans un post-it. Notre flèche. Juste, s'il vous plaît. J'avais une question sur la slide précédente. Oui. Je pensais que vous alliez en parler. Non, le mécontentement constructif, j'ai pas très bien compris. Le mécontentement constructif, c'est obligé, et c'est de se dire que derrière chacune de ces notions, on est plus souvent capable d'identifier, d'identifier les problèmes. Si on demande aux gens qu'est-ce qui se passe, les gens vont naturellement vous lister les problèmes. Et après, on reboucle un peu sur la même idée que ce qu'Hélène nous partageait, c'est-à-dire que ce mécontentement positif, c'est-à-dire comment faire pour que les gens tombent dans l'escalier, c'est du mécontentement positif.
Ça permet d'embarquer le grognon, justement. Ouais, c'est ça. Ça permet alors là, il y a plein d'idées. Et ça permet, et ça permet de créer des dynamiques d'équipe. Ça permet de créer des dynamiques d'équipe, même avec des gens qui sont potentiellement réfractaires. Mais pour ça, il faut oser le faire. Hein, je veux dire ça. Mais il faut l'emmener. C'est pour ça qu'il faut former les équipes, parce que l'intérêt quand même des techniques créatives, nous qui intervenons sur tous les sujets du management et dans ces contextes de transformation, c'est que ça permet d'aborder les sujets sous un autre angle en fait. Et que si cet angle-là ne marche pas, ben, il y a plein d'angles différents qui permettent qu'à un moment, comme tu disais, tu es obligé d'embarquer le Schtroumpf qui ne peut pas y aller, ce qu'on appelle dans la carte des alliés les opposants, les irréductibles. Bon, à un moment, ils sont obligés de se dévoiler, si tu veux, dans ce cadre-là. Et surtout dans un cadre collectif qui va favoriser le concassage aussi des idées, comme avec les chapeaux de Bono, dont parlait Didier. Ce schéma-là, il est important, et à partir du moment où on l'intègre, on va se rendre compte que le processus créatif, finalement, il peut s'industrialiser, se structurer. La première étape du processus créatif, c'est d'arriver à poser le problème et à identifier la bonne question à travailler. Vous allez vous rendre compte que souvent, la question, elle n'est pas forcément bien définie. La moitié de la réponse, c'est dans la question. Ouais. Le processus créatif, et le deuxième point qui est important, c'est de rentrer en immersion. C'est de rentrer en immersion, c'est-à-dire de réfléchir à tout ce que je suis capable de faire, de donner, d'appréhender, qui va me permettre de sensibiliser les gens. Je prends l'image de on rentre dans la mer. On est d'accord que quand on rentre dans la mer, on ne commence pas à nager. On rentre dans une immersion. C'est plutôt froide, il y a des moments qui sont plus difficiles à passer que d'autres pour rentrer dans la mer et ainsi de suite, mais on est d'accord qu'on rentre dans cette logique d'immersion. Et que pour moi, l'un des points majeurs qui émerge de chaque fois qu'on anime ce genre d'atelier, c'est que le temps d'immersion est généralement délicieusement massacré, et alors qu'il est structurant pour poser le début de la réflexion créative. Donc comment j'immerge les gens dans le sujet? Je prends un exemple sur tout ce qui est gestion de la relation client. Quand cette phase, c'est-à-dire elle est justement occultée, ou en tout cas très rapidement, donc vite menée selon le terme, en fait on arrive à ce qu'on appelle, comme disait Paul Vatlavic, l'ultra-solution. Il se passe ça, il n'y a qu'à faire ça. Et en fait, il n'y a pas forcément de créativité. Pour prendre en compte, si tu veux, l'expérience du client lui-même, dans toute la chaîne du 8 de la relation client, en fonction de par quelle entrée il arrive, c'est au SAV, c'est à l'administration des ventes, c'est au commercial, c'est au niveau de la R&D pour autre chose. Tout ça va structurer en fait l'idée qui va se faire de son expérience par rapport à ce parcours. Et en fait, tant qu'on ne prend pas du temps de l'autre côté pour expérimenter par exemple tous ces points-là, et voir à la limite ailleurs comment font d'autres, dans la méthode comme disait Didier, et si c'était Amazon qui faisait ça, et si c'était les GAFA ou d'autres, peu importe, ça oblige justement à mettre en place cette pensée latérale pour aller chercher d'autres idées, d'autres manières de fonctionner, surtout prendre en compte le client au sein du processus. Donc le temps d'immersion, important. Mais ensuite, derrière, il ne faut pas oublier le temps d'incubation. C'est-à-dire qu'il faut laisser mariner les choses. Alors c'est délicieusement dit après, mais on parle de l'illumination, en tout cas, finalement de l'identification de la solution. Mais si vous ne laissez pas le sujet reposer, vous n'arriverez à rien. On est juste simplement en train de travailler sur le mode de fonctionnement naturel de du cerveau humain. C'est-à-dire que je dois emmagasiner énormément d'informations, et dans cette phase d'accumulation d'informations, on est d'accord qu'on s'interdit toute forme de tri ou de priorité.
Et une fois qu'on a fait ça, j'allais dire, on fait le tour du bâtiment, on marche, on va dans le parc, on fait ce qu'on veut, etc. Et il faut qu'il y ait un temps d'incubation et qu'on laisse le sujet se décanter de façon à ce que notre subconscient commence à trier les trucs en disant ça nul, ça bof, ça et ça c'est pareil, tac, tac. Hop, et à ce moment-là, on se retrouve dans ce fameux troisième temps où là on tient, alors, Christian, c'est quoi les titres? Et là, tout d'un coup, c'est, eh ben ouais. Il y a un temps minimum entre ces deux périodes ou ça peut se passer dans la même journée Alors, le problème de la même journée, c'est que vous ne permettez pas au sommeil de faire son job. Donc, typiquement, là, sur le programme qu'on commence, c'est 2 jours qui suivent de façon à ce que les gens dorment dessus. Hein, en anglais, sleep on it. Ok. Mais c'est ça le sujet. Je suis juste en train de dire, sleep on it, c'est l'incubation. Ça rejoint la négo, parce qu'en négo, parfois, c'est mieux d'annoncer un début de solution ou un début de problème en amont. La personne est énervée, mais elle a le temps de digérer le truc, elle arrive en réunion un petit peu moins énervée. Plutôt que si on lui annonce, elle n'a pas le temps de digérer. Donc parfois, ou un document qui dit ben voilà ce qu'on a conclu, je vous l'envoie. Le document, Sandrine, c'est de l'immersion. Le document, c'est de l'immersion. La phase d'incubation, c'est le temps qu'on donne. On en reparle demain, mais il faut que les processus de compilation, de sélection que font naturellement nos cerveaux, se mettent en place. Donc je peux pas faire immersion le matin et illumination, genre alors 14h, tu penses quoi? Bonjour les cycles biologiques aussi, non mais bonjour les cycles biologiques. Quand j'anime des hackathons, la phase d'immersion, c'est une journée. Et puis après, ils vont tous dormir. Et la vraie solution au problème, elle émerge. Ça se passe pendant la nuit. Et ça émerge le lendemain matin. C'est le lendemain matin où vous retrouvez la même équipe qui fait tout ce qu'on a fait hier pendant 14 heures. Là. Poubelle. Alors ils disent poubelle. Mais non, c'est pas poubelle. C'est qu'au contraire, ça a été un apprentissage, ça a été machin, etc. Ils ont fait le tri et ça marche. Donc, dans la mise en place des sujets de créativité dans l'entreprise, ne serait-ce que prendre conscience que on a le temps de définir le problème, le temps de je nourris l'équipe avec du contenu, jusqu'à saturation. Hein. Je veux dire, on est d'accord que quand je fais l'exercice avec des étudiants, je leur donne 4 fois plus de contenu que de choses à lire. Pourquoi ? Pour les obliger à lire vite et pour les obliger à manger de l'information et puis pas forcément à rentrer dans le détail, mais à être, pas en immersion, mais carrément submergé par le contenu. Oui, c'est ce que et après on laisse sleep on it et ça fonctionne. C'est ça en fait ce que tu expliques, Didier, c'est en hypnose on appelle ça en fait saouler le cerveau. Donc l'obliger, non mais c'est pour ça qu'en hypnose on travaille une algorithme très particulière pour sens ce que tu as à voir, regarde ce que tu as déjà vu, enfin, et ce qui fait qu'à un moment la personne elle se laisse aller, elle lâche prise et en fait c'est là où on devient créatif. Parce que tant qu'on a le truc, on pense comme ci, on pense comme ça, on lâche pas prise. Et donc, dans ta technique présentée, c'est ce que ça permet de faire. La dernière étape, c'est que c'est bien d'avoir des idées, mais après, il faut passer dans les phases de validation. Et la validation, ça vous ramène en disant, tiens, c'est bon, ça marche ou ça marche pas. Si la validation, c'est pas bon, on repart en immersion. Et aussi, la validation, elle est plutôt bonne. Et à ce moment-là, on se dit, là, ok, j'ai quelque chose dans la main, j'ai une idée. Donc, prendre conscience de ce cycle, vous allez voir que ça va changer la manière dont vous allez aborder les choses et en respectant les étapes. Et vous allez vous rendre compte que les gens sont plus généralement vont trouver les choses plus fluides. Alors nous, on parle côté technique, hein, on parle de la manière d'organiser les choses. Vous allez vous rendre compte que ça s'emmène de façon très très naturelle.
Si vous voulez le faire en version très rapide, ça a été piqué chez un publicitaire, mais on est complètement dans cette même logique. La phase d'absorption, la phase de compression, voilà, alors qui est une autre manière de saouler, de stresser, d'inciter à aller à l'essentiel. Donc si vous avez un problème à résoudre, vous donnez plein de choses à lire et puis vous expliquez que vous avez juste 40 minutes pour arriver à sortir une solution. C'est un petit côté stress test. Alors après, c'est deux logiques différentes. Hein. C'est pour ça que je présente les deux. Il y a une logique, positive, gentille, etc. Puis là, on est plus en gestion de résolution de problèmes, mais en résolution de problèmes, on doit être créatif. Donc on va aller chercher ce genre de choses. Donc pensez à une phase de compression, fixez un cadre très strict, enfermer les choses, et n'oubliez pas que si vous la bonne idée, elle ne viendra pas à la compression. La bonne idée viendra après la phase de détente. Donc sortez les hamacs. Donc sortez les hamacs, et là, puisque tout à l'heure on parlait de la gestion du temps dans l'entreprise, si vous faites une phase de compression le matin de 9 à 10, ok, vous dites ok, là à ce moment-là, on en reparle à 14h et hop, on aura géré finalement notre temps de détente. Mais on sera moins efficace que dans le schéma d'avant où on a fait travailler de subvention pompe. J'avance pour qu'on ait le temps de plonger dans de la pratique. 4 choses qui nous amènent sur nos petits schémas. Le premier schéma, il symbolise la diversité. On ne peut pas être créatif si on se ressemble. Je veux dire, en souriant, vous ne pouvez pas demander à une équipe de comptables d'être créatifs sur des sujets de comptabilité, puisqu'ils sont entre comptables. Non, mais parce qu'ils sont entre comptables à l'intérieur du service comptable. Et donc, à un moment ou à un autre, il n'y a pas de diversité. Donc, vous avez, et nous avons tous un rôle d'aller chercher des gens qui regardent autrement, mettez un marketeur avec l'équipe comptable et vous allez vous rendre compte que tout d'un coup, ça va faire bouger les lignes. Donc, allez chercher de la diversité. La diversité, vous pouvez la chercher comme ça, vous pouvez la chercher comme ça, vous pouvez la chercher à l'extérieur. Voilà, ce que vous voulez. L'idée, c'est que si c'est pas varié, il n'y aura pas de créativité. Parce que justement, on sera dans la recherche des habitudes et on n'ira pas télescoper les choses. Les gens sur leurs croyances. D'où la puissance, on parlait là au café de tout avec à recruter, les intégrations, etc. La puissance du rapport d'étonnement. Oui, quand quelqu'un est là depuis 2 mois, moi je vois toujours les faits, je me dis c'est pas possible, c'est les mêmes autour de la table, elle accueille quelqu'un, elle a toujours ce truc. Mais oui, c'est un effet hyper puissant sur l'équipe. La personne sans filtre, que ce soit une alternante, voilà, peu importe, de se dire, bah voilà, mon rapport d'étonnement. Et en fait, ça fait vraiment bouger les lignes parce que c'est des idées qu'on n'aurait pas eues alors que ça fait 4 ans qu'on est dans l'équipe, il n'y a pas de sujet. Mais parce que ce rapport d'étonnement, tu le partages en fait en collectif? En fait, je le vois même pas moi avant. Je demande à la nouvelle personne, en réunion d'équipe, de le partager, de le préparer. Il n'y a pas d'exercice de style. Il y en a qui font des supports, il y en a qui ne font pas. Voilà. Et c'est de dire, voilà, de manière bienveillante, en collectif, de dire bah, qu'est-ce qui t'a étonné, ça fait 2 mois que tu es là, qu'est-ce qui t'a étonné sur notre mode de fonctionnement, sur l'entreprise en général, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui que tu imagines qu'on pourrait faire autrement. Et en fait, on a fait changer les lignes de plein de choses, et l'équipe, sur des sujets, a changé les lignes de choses où je me dis, si moi j'avais eu l'idée un matin, je serais arrivée en disant, le tableau là qu'on a en tout cas, ou aller chercher j'ai dire un regard différent. Donc, la logique de d'oser prendre je vais pas dire un risque, mais prendre une posture différente, oser regarder les choses autrement. Mais ce n'est possible que parce que j'ai eu de la diversité au démarrage. Oui, mais justement, en entreprise, cette diversité, parfois, elle n'est pas évidente. Je rebondis sur l'exemple que vous avez donné sur les comptables et le marketing. Le comptable et le marketing, typiquement, sans faire de priori rien, dans l'entreprise, ils ne se comprennent pas parce qu'ils vont dire le market, voilà, c'est les trucs comptables, et les comptables, non mais ça c'est nos process comptables, ils ne les comprennent pas. Donc je trouve qu'au-delà de cette diversité, il y a aussi la confiance qui doit être mise en amont. Et la diversité, elle n'est pas forcément dans des choses hyper différentes. Nous, on a une très grosse équipe RH au siège, on est 90. Sur 90, on met en place tous les trimestres des séminaires, ça c'est la routine, où en fait on appelle ça on craque les sujets. En fait, il y a des ateliers, c'est vraiment en mode World Café, et les personnes, par exemple la dernière fois, c'était l'équipe gestion. Notre petit poisson. Et tous les trimestres.
Alors, il y a une croix. Il y a une croix et il y a une flèche. À votre avis, la croix, elle veut dire quoi? Et qu'est-ce que j'ai voulu... sur quel point j'ai voulu vous sensibiliser avec la croix? Rester concentré sur le problème. Parce que parfois on part à tangente sur autre chose. Restez bien. Se recentrer. Ouais, se recentrer. Ah. Parce que ça, c'est des problèmes. Hein. Alors, c'est le... Je l'ai posé au départ. Je l'ai posé au départ et c'est pas jouer sur les mots. C'est la différence entre essai, échec et faute. C'est-à-dire que dès qu'on est en créativité, il y a un mot qui disparaît du langage, c'est le mot échec. Ouais. C'est un essai, puisque ça n'a jamais été fait avant. Moi qui ai animé des équipes projets sur des choses, je vais dire, par définition, qui n'avaient jamais été faites avant, on faisait un essai. Donc donc cette espèce de langage pseudo-business en disant le droit à l'échec, non, c'est une connerie, c'est le droit à l'essai. C'est autoriser les essais. L'échec, c'était quelque chose qui avait été clairement identifié, structuré, etc., et qui ne marche pas. La faute, c'est c'est cumuler des échecs. Mais à partir du moment où la croix, elle symbolise s'autoriser à essayer. Vous allez vous rendre compte qu'en s'autoriser à essayer, c'est pas si évident que ça, mais on est d'accord qu'on est là pour prendre du champ et avoir des choses. La flèche qui tourne, elle symbolise quoi? C'est un exercice important en termes de Chacun son tour, pas monopoliser la parole. Non, oui, pourquoi pas. Ça, c'est plutôt une technique d'animation. C'est une petite animation. Oui, Christiane, oui. De recommencer, enfin, en tout cas, plusieurs. Non, ça. Chaque jour, des mêmes gestes. Tu reboucles. Ouais, c'est encore un cran plus loin. Ah, d'accord. C'est oser repartir à zéro. Ah ouais. Oser repartir à zéro. On repart jamais à zéro, on repart, mais à un moment ou un autre, quand je dis on repart jamais à zéro, puisqu'il y a eu un apprentissage. Mais oser se dire, j'allais dire, ça l'a pas fait, ou ça risque de pas le faire, et donc c'est rien. Donc on arrête, on prend les mêmes ingrédients et on change la recette et on réinvente et on change le gâteau, etc. Et on fait autre chose avec. Oser repartir à zéro. Et ça, c'est, j'allais dire, encore plus fort que le droit à l'essai. Parce que pour les équipes, c'est derrière une autre compétence qui est la... Parce que les choses sont construites. Et là, je permets finalement la créativité. Je fais un socle favorable à la créativité. Et puis, au milieu de la feuille, il y a... c'est un lapin. Canard. C'est un canard, hein, Sandrine, c'est un canard. C'est un canard. Béatrice, c'est un... Je sens qu'ils sont beaux. C'est comme vous voulez. Et à votre avis, qu'est-ce que je... Hein? Pour moi, ça c'est particulièrement important. C'est particulièrement important parce que c'est pour amener une notion, je veux dire pour moi, très structurante quand on aborde les sujets de la créativité. C'est les sujets des biais cognitifs. C'est-à-dire que toute la difficulté et tout l'exercice subtil, que l'on a à faire quand on fait de la créativité et qu'on est en train d'essayer de basculer de la créativité vers l'innovation, puisque c'est ça le sujet de notre entreprise. L'entreprise, c'est que la créativité, elle doit nous amener à innover, alors que ce soit innover sur des process ou innover sur des services. Et à un moment ou à un autre, le passage de la créativité à l'innovation, il est quand même sous la contrainte de nos biais cognitifs. Il y en a plein. C'est un pot japonais avec des baguettes. Oui, c'est vrai. C'est un pot japonais avec des baguettes. Maintenant tu le dis. Oui, c'est ça. C'est une sauce sucrée. C'est une sauce sucrée, voilà, c'est ça. Moi, Tout à l'heure, il y avait les macarons déjà. Oui, c'est ça. C'est ça, entre donc l'objectif c'était effectivement de sensibiliser, de se dire que quand on parle de créativité, il faut aussi que celles et ceux qui animent les sujets de créativité soient sensibilisés, parce qu'on est toujours un peu,
on est toujours surpris par le nombre de biais cognitifs qui existent, mais en tout cas qu'on soit capable de les identifier pour les traiter. C'est-à-dire les biais cognitifs qui peuvent se créer dans le cadre du groupe, c'est-à-dire les gens qui vont reproduire, qui vont essayer de se conformer au groupe, les biais comme ça, en fait. Voilà, c'est ça, voilà, j'en ai mis quelques-uns. C'est je suis d'accord avec cet argument, celui qui dans le groupe va faire ah ben moi je suis d'accord avec Catherine, hein. Voilà, typiquement où là on est sur des biais j'allais dire pareil de conformité, ou alors des effets de halo en disant ah bah tiens si lui il dit c'est forcément vrai. Voilà. Il y a énormément de choses, sur lesquelles il faut être vigilant. J'allais dire quand on veut c'est l'animateur qui doit avoir. Ouais, c'est ça. C'est l'animateur, c'est celui qui va, j'allais dire qui porte cette thématique-là, doit être vigilant au sujet des biais cognitifs, parce que par définition, le groupe, il adore se créer ses propres règles très très vite, et puis à l'intérieur du groupe, il y a des biais qu'il faut arriver à tordre.